Voilà, on va pouvoir commencer. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents dans cette presque dernière séquence, 4e édition du Forum économique breton. Très heureux de vous accompagner donc dans cette dernière ligne droite, je le disais cet après-midi. Pour ce sujet, capitalisme familial, un modèle qui se réinvente au service du territoire. Merci de penser à mettre vos téléphones avant que d'oublier en mode silencieux pour la bonne qualité de nos échanges. Vous continuez de réagir jusqu'au bout avec le hashtag FEB 2023. FEB, ça marche aussi, FEB bien sûr. Et vous retrouvez l'ensemble de la programmation. Il y aura des vidéos bientôt en ligne, bien sûr, sur le site fe-breton.bzh. Pour ce dernier plateau donc, que j'ai le plaisir d'animer, on va explorer ensemble une question à la fois centrale et je dirais aussi fascinante de notre économie, la relation entre le capitalisme familial et ce territoire que nous aimons, alors que les business models, les modèles économiques se transforment en profondeur, bien sûr stimulés par la mondialisation, la globalisation, l'innovation technologique, on en a beaucoup parlé au service de la transition énergétique notamment, et bien entendu les grandes mutations ou les crises auxquelles nous sommes confrontés. Il est essentiel bien sûr de se pencher sur ces organisations singulières qui conservent des liens forts avec leur environnement et leurs environnements locaux et régionaux. Un capitalisme familial qui est l'une de ces structures économiques profondément ancrées, on va le voir avec nos grands témoins qui vont venir me rejoindre dans quelques instants, là où elles ont vu le jour et qui jouent un rôle vital dans le développement régional, la création d'emplois, il faut le dire tout de suite avant que d'oublier, et le baromètre social, bien entendu. Alors comment le capitalisme familial peut contribuer à la stabilité économique et l'identité culturelle de nos régions, de notre région? Quelle est la contribution réelle des entreprises familiales à la cohésion sociale et au bien-être général d'un territoire? Enfin, quels sont les défis particuliers que rencontrent ces entreprises dans une économie de plus en plus globalisée et anonymisée? Merci donc pour répondre à ces questions très modestement, mais avec pragmatisme, d'accueillir chaleureusement nos 4 grands témoins, Caroline Hillier, Jérémy Lechat, Olivier Rolic et Vincent Legendre. Avec vos applaudissements, bien entendu. Voilà, merci à tous les 4 d'être présents pour cette dernière séquence, évidemment, dans cet auditorium. Capitalisme familial, relation avec ce territoire. J'ai évoqué quelques sujets qui vont animer nos 45 minutes, 40 minutes qu'on va partager ensemble. Caroline, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Caroline Hillier Le Branchu, PDG de La Belle Illoise. Allez, quelques chiffres parce que j'aime bien ça, entre 350 et 650 collaborateurs en fonction bien sûr de la saisonnalité, entre la partie production et la partie commercialisation de vos produits, 91 magasins en propre, un chiffre d'affaires de plus de 60 millions, fabricants de conserves, de produits de conserves de poissons haut de gamme et distributeurs. Vous vendez donc à 95% vos produits en direct, c'est bien de le préciser. Et puis, La Belle Illoise qui a fêté ses 90 ans, je parle sous votre contrôle. Récemment, vous incarnez, vous, directement la 3e génération. Jérémy Lechat, directeur général du groupe Roulier, groupe créé en 1959. Jérémy, vous m'avez demandé de vous laisser le plaisir et le luxe de présenter votre groupe. Non pas que je fasse mal mon travail, mais vous aviez envie de vous garder ce plaisir-là. Alors je vous laisse la parole et nous donner quelques indications, quelques indicateurs. Assez rapidement, effectivement. Donc, groupe industriel, fondé en 1959 par Daniel Roulier, autodidacte, commerçant agricole à la base. On est aujourd'hui un acteur majeur de la nutrition végétale et nutrition animale. Mais on est un groupe qui s'est également beaucoup diversifié, à la fois dans l'agroalimentaire. Donc on a des marques de Madeleine bretonne, notamment Carcadélac. J'en profite pour faire un petit peu de placement de produits. Et on s'est diversifié dans d'autres secteurs comme les énergies renouvelables ou encore la plasturgie. En quelques chiffres, le groupe Roulier, c'est 10 000 collaborateurs, 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 75% réalisés à l'étranger. Et je le précise à l'inverse de mes collègues ici, c'est que donc, le groupe Roulier, c'est un capital 100% familial, mais je ne fais pas partie de la famille. Donc on va dire que je suis le témoignage d'un dirigeant qui travaille dans un groupe familial, mais non actionnaire.
Voilà, ce qui fait la singularité évidemment de votre Exactement. présence parmi nos autres amis et invités. Merci Jérémy pour cette présentation. À vos côtés, Olivier Rolik. Bonjour Olivier, merci d'être avec nous, directeur général du groupe Rolik Investment. Groupe familial indépendant basé à Saint-Malo. Ce sont bien sûr l'hôtellerie comme la restauration et la thalassothérapie, avec un lieu chargé d'histoire qu'on connaît tous ici, emblématique pour votre groupe, les Thermes Marins de Saint-Malo. En tout, le groupe, ce sont 10 hôtels et résidences, je parle sous votre contrôle, 400 de bien-être, 930 collaborateurs, un chiffre d'affaires de 75 millions d'euros. Et vous incarnez, comme Caroline, la 3e génération. Vincent Legendre, bonsoir Vincent, merci beaucoup d'être avec nous, président du directoire du groupe éponyme. 2300 collaborateurs qui vous accompagnent au quotidien, 930 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous êtes présent dans 4 pays ou 4 entités, Angleterre, Portugal, Suisse et Jersey. 3 métiers, bien sûr, la construction, l'immobilier et l'énergie, avec un vrai focus évidemment, construction et immobilier, création en 1946. Et vous aussi, vous incarnez cette 3e génération. Vincent, on va commencer justement avec vous. Je voudrais qu'on parle, parce qu'on va parler capitalisme, effectivement. Olivier me faisait penser, d'ailleurs, à très juste titre, en pied de scène, avant qu'on commence, il a dit on aurait pu appeler cette table finalement entrepreneuriat familial plutôt que capitalisme familial. Peut-être que ça aurait sonné différemment. C'est la même chose, mais ça dit peut-être quelque chose de cette notion d'entrepreneuriat au sein de ces familles, au sein de ces histoires entrepreneuriales et de ces groupes que vous représentez, que vous incarnez aujourd'hui. Parce que on rachète une entreprise à chaque génération, on la réinvente, et c'est bien ce que vous incarnez ce soir. Nouvelle gouvernance. Depuis 2016, justement, racontez-nous ce qui est en train de se changer. Qu'est-ce que dit ce changement dans cette gouvernance chez Legendre ? Donc, un passage de génération, c'est à mon sens une zone de risque et une zone de turbulence importante potentiellement pour une entreprise familiale. Moi, j'ai la chance incroyable d'avoir un père assez visionnaire sur la notion de transmission d'entreprise familiale. L'occasion de saluer Jean-Paul Legendre. Hein. Voilà, et du coup, fin 2015, qu'est-ce que ça veut dire changer la gouvernance ? C'est passer d'un modèle où pendant 5 ans, j'ai eu la chance de co-gérer une entreprise à un modèle où on se retrouve seul, a priori. Et du coup, quand mon père m'a dit qu'il allait arrêter fin 2015 pour me laisser les rênes, je me suis quand même posé la question de savoir comment je voulais gouverner l'entreprise. Et du coup, j'ai fait rapidement le choix de changer les statuts d'entreprise et de passer en conseil de surveillance et directoire pour avoir à mes côtés, à l'époque, 5 directeurs généraux qui venaient constituer 4 directeurs généraux à l'époque, qui venaient constituer ce directoire pour, après avoir connu 5 années de co-gérance, passer dans un mode qui reste collectif et qui ne soit pas trop au perché, tout seul dans mon coin, à décider du devenir de l'entreprise. Bon, on reviendra évidemment sur ce sujet de gouvernance, comment c'est constitué, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça dit de votre relation justement avec votre territoire et puis de votre acte d'entreprendre au quotidien. Je poserai sans doute cette même question à Caroline et Olivier. Est-ce que d'abord c'était une évidence pour vous de poursuivre cette aventure familiale ? Pas du tout. Non, vraiment pas du tout. D'abord parce que moi je fais partie d'une fratrie, on est 3, je ne suis pas l'aîné. J'ai une sœur qui a 3 ans de plus que moi et un petit frère qui a 4 ans de moins que moi. Et mon père ne nous en a jamais parlé. Par contre, il nous a toujours invités, si on le souhaitait, à venir travailler dans l'entreprise l'été pour faire un peu d'argent de poche. Et moi, j'ai adoré ce métier. Donc, j'y suis rentré, je l'ai embrassé très très vite au gré de mes études. Je suis rentré dans l'entreprise parce que je trouvais l'entreprise amusante. Et vraiment, je trouvais les gens à l'intérieur de l'entreprise particulièrement sympas et bienveillants à mon égard. Donc j'y suis rentré directement. Et très vite, mon père m'a dit « Écoute, tu es rentré dans l'entreprise, moi j'ai envie que tu viennes bosser à mes côtés et si ça te branche, il faudrait qu'on s'organise déjà pour que tu la reprennes. » Donc j'étais arrivé depuis 6 mois, c'était en 2003. Donc j'ai d'abord appris mon boulot pendant 7 ans et puis les 5 dernières années, enfin en 2010, il a dit à tout le monde « Bon, moi je m'en irai fin 2015, j'ai bossé trop longtemps et Vincent prendra ma suite. » Voilà. Je crois qu'il l'a presque dit sans me l'avoir demandé avant. Je me souviens plus bien dans quel ordre ça s'était fait. Mais en fait, c'est devenu assez évident. C'est devenu évident d'abord et avant tout parce que les managers de l'époque étaient très bienveillants avec moi et la collaboration que j'avais initiée avec les managers qui avaient été embauchés par mon père et moi-même, j'avais commencé à embaucher pas mal de nouveaux managers, se passait très bien. Donc, ça a été facile d'imaginer la reprendre. Comment on passe de fils d'eux à président d'un groupe aujourd'hui ? C'est compliqué avec
collaborateurs et les managers qui ont connu Jean-Paul, justement? Ils vous regardent toujours, ils vous perçoivent comme le fils d'eux, comme le garçon, comme le petit garçon? Alors oui et non. Oui, parce que ils comparent forcément. Donc ils voient à quel point on est semblable et différent. Et non, parce qu'ils voient bien que j'ai pas les mêmes ambitions que mon père et j'ai pas la même façon de faire. Donc faut jouer avec cet équilibre précaire. Bon, on viendra évidemment sur ce que justement vous incarnez comme élément de continuité, parce qu'il y en a évidemment très fort dans ce groupe Legendre, et puis de rupture assumée dans ce que vous incarnez aujourd'hui comme cette troisième génération. Nouvelle gouvernance donc depuis 2016, 2 grandes instances, un directoire avec 4 directeurs généraux, et puis un conseil de surveillance avec à sa tête... Mon père, voilà, il est revenu. Bon, alors... Mais il pouvait pas partir Jean-Paul, complètement. il est toujours là quand même, quelque part. Le papa est toujours là. Mais c'est moi qui lui ai proposé en fait de prendre la présidence du conseil de surveillance. Et sa première réponse a été non, parce qu'il voulait ni me donner de conseils ni me surveiller. Donc, bon, je lui ai dit, écoute, ça s'appelle un conseil de surveillance. Il l'avait fait suffisamment pendant de longues années. Voilà, ça s'appelle un conseil de surveillance, mais tu seras là que pour qu'on puisse discuter des projets. Donc en fait, voilà, c'est un sparring partner en fait. C'est un partenaire de jeu en fait. Je discute de mes projets avec lui, il est challenge. On est souvent d'accord, mais ça c'est un peu historique. Et puis parfois on n'est pas d'accord. J'arrête de lui parler de mes projets. On ferme le livre. Olivier, bon, alors de votre côté, c'est intéressant aussi, troisième génération, évidemment, dans ce projet que vous incarnez également. Gouvernance, parce qu'on a un mot sur la gouvernance. Vous m'avez dit, c'est assez rigolo, les conseils d'administration aussi, notamment. Ça se fait au détour d'un couloir, d'une porte. On fait ça de manière assez informelle, alors que nous, on s'attendait évidemment, on voyait ça de loin, en disant c'est très structuré, etc. Ça ne relève pas le sérieux, évidemment, avec lequel vous travaillez, mais ça se fait de manière assez légère, finalement, chez Rolik. Alors, oui, nous les décisions se prennent chaque jour dans les couloirs, à la pause café, au déjeuner du midi. Il n'y a pas vraiment de formalisation, conseil de surveillance, directoire, etc. Je dirais que nos conseils d'administration sont plutôt des obligations juridiques et réglementaires. Et puis le sparring partner dont parle Vincent, nous, c'est un peu l'alter ego aussi tous les jours. Du sujet de détail au sujet beaucoup plus structurant. Voilà, donc il n'y a pas vraiment de... Et ça se fait à notre niveau, mais pas que à notre niveau, ça se fait aussi beaucoup avec les équipes. Alors pas sur toutes les décisions stratégiques qui engagent des choix très importants se font à notre niveau, évidemment. Mais il y a une culture du dialogue, de la porte ouverte dans les bureaux, c'est comme ça que ça fonctionne chez Rolik. Oui, puis il y a une culture de l'échange permanent. Les décisions se prennent aussi au fil de l'eau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément un temps T de la décision. Il y a des discussions, des analyses qui se nourrissent du temps aussi qui passe. Même question qu'à Vincent. Évidence pour vous de poursuivre. On est dépositaire finalement quelque part quand on est cette troisième génération d'une histoire, d'une tradition, des valeurs. On va y revenir dans un instant. Mais vous vous êtes senti dépositaire de cette histoire et de devoir poursuivre et incarner pleinement cette aventure entrepreneuriale, Olivier Rolik? Alors même question, même réponse. Non, pas du tout. Moi, je n'ai pas intégré l'entreprise tout de suite. Je suis parti faire mon expérience en région parisienne pendant un temps. Je considérais que c'était important de voir en dehors de l'entreprise. Et finalement, ce temps-là n'était pas non plus une étape pour revenir forcément. Donc, c'était pas écrit d'avance. Je dirais que l'expérience en région parisienne, d'un point de vue personnel, est aussi... on est tous très, très heureux dans la famille d'être revenus à Saint-Malo. Et c'est vrai que le terrain de jeu est quand même plutôt sympathique. Et l'expérience que j'ai eue à Paris m'a sans doute renforcé dans à la fois la capacité à revenir avec ce que j'avais pu apprendre et aussi le choix de la destination et du métier. Alors même si j'avais pu toucher le métier dans cette expérience, ce n'était pas forcément écrit d'avance. Après, pour répondre à la deuxième partie de votre question, sur le côté dépositaire, oui, certainement. Par contre, une fois qu'on prend le relais, il y a sans doute cette notion d'être passeur de quelque chose. C'est une responsabilité ou c'est un poids, parfois, dans le quotidien de dirigeant que vous êtes, cette histoire-là?
Alors, ce serait pas juste de dire que c'est pas une responsabilité et donc un poids, mais c'est surtout, comme le disait Vincent, un terrain de jeu. Je crois que d'abord, on a la chance de pouvoir le faire, et certainement, si le poids peut être quelque chose auquel on pense de temps en temps, c'est d'abord l'intérêt et le terrain de jeu qui est satisfaisant au quotidien. Bon, on vous enjambe naturellement, mon cher Jérémy, sur cette question-là. Je reviendrai vers vous, bien sûr, concernant le groupe Roulier, ses valeurs et puis son système de gouvernance, qui dit aussi quelque chose, bien entendu, de son attachement à ce territoire. Caroline, le poids de la famille, je le disais il y a un instant, une gouvernance assez classique, finalement, chez la Belle-Îloise, une implication de la famille sur ces sujets de gouvernance pas forcément très marquée, pour autant, quand même, un nom qui dit quelque chose, évidemment, et une incarnation que vous êtes de cette troisième génération, de cette histoire de la Belle-Îloise. Tout d'abord, c'est vrai que je me retrouve avec beaucoup de choses qui ont été dites avant, notamment en termes de préparation en amont, 5 ans, la confiance donnée par un père. Alors moi, à l'inverse, mon père, quand il est parti, il est parti. Et donc, avec du recul, je me dis, est-ce que ça n'aurait pas été pas mal qu'il reste un petit peu aussi avec ce rôle de sparring partner, mais en même temps, il est resté disponible en cas de question, mais il s'est vraiment éloigné de l'opérationnel. Je l'ai vécu comme une chance en même temps aussi, une chance donnée à moi aussi de faire mes preuves. Alors sur le poids, effectivement, on est dans une entreprise familiale. Et donc, il y a toute l'histoire de l'entreprise qui est derrière nous. On nous a confié un relais que l'on a pris, c'est-à-dire que là je rejoins ce qui a été dit, c'est une responsabilité, mais on a choisi. Moi, personne ne m'a forcé à venir prendre la tête de cette entreprise, donc c'est un vrai choix. Mais avec vous avez ce pensé choix, un jour à faire autre chose? Vous avez pensé à un moment? Alors moi, j'ai jamais voulu faire ça. De cette affaire. J'ai jamais voulu faire ça non plus. Je me destinais pas. J'ai aussi travaillé à Lille, à Paris, en amont. Mais effectivement, je voulais pas faire ça. Puis un jour, j'ai tout d'un coup décidé de faire ça. Voilà. Mais c'était pas prévu d'avance. Donc je suis allée voir mon père en disant, en fait, j'ai bien réfléchi. On n'en a jamais parlé. Pareil, mon père n'en a jamais parlé. Il voulait pas nous sembler dire que peut-être il y avait une responsabilité à nous donner ou une demande à faire. Donc c'est moi qui suis allée le voir en disant, j'aimerais bien faire partie de l'aventure. Évidemment, il a été ravi, finalement. Voilà. Mais une fois que j'avais décidé, on embrasse la responsabilité. Et donc, dans la responsabilité, il y a le fait de faire perdurer une histoire. Et je sais qu'on en parlera tout à l'heure, mais moi, je suis représentant de la troisième génération. Il s'est passé plein de choses entre chacune des générations. On a une personnalité différente, on a un projet différent. On continue une histoire, mais on continue de la réinventer. On écrit notre propre page, et comme le monde change, et on l'a bien vu, la page suivante, même le chapitre suivant, ne ressemble en aucun point à la page précédente. Il y a un lien, c'est la même histoire, mais elle est quand même très différente. Et donc, quelque part, notre responsabilité, c'est d'emmener le bateau, l'entreprise, au port suivant. Moi, c'est un peu comme si mon père j'avais embarqué dans le bateau alors qu'on était en train de traverser une rivière ou un fleuve. Ensemble, on est allé sur l'autre rive. Donc, il m'avait donné toutes les billes. Ensuite, moi-même, je suis repartie en mer. Et maintenant, il faudrait que j'accueille quelqu'un à nouveau sur le bateau pour continuer et aller jusqu'à l'autre rive. Et donc, ma responsabilité, elle est là aujourd'hui, c'est d'avancer, de faire avancer le bateau, de voir à l'horizon l'autre rive. Ce sera ma responsabilité. Mais juste avant d'arriver, il faudra que j'ai embarqué quelqu'un avec moi, en fait. Et ce sera qui? Mais voilà, donc ça, c'est une autre question. Mais il y a clairement une responsabilité vis-à-vis des associés qui sont nos frères, nos sœurs, nos oncles, nos tantes, nos cousins, nos cousines. Mais plus encore presque vis-à-vis de l'histoire, le fondateur, mon grand-père, mon père, mon oncle, voilà, c'est tout ça qui compte en fait. Et des collaboratrices et des collaborateurs évidemment qui vous accompagnent au quotidien, qui ont connu parfois les parents et qui connaissent évidemment aujourd'hui, qui vous connaissent aujourd'hui comme dirigeants. Et tous ceux qui sont arrivés depuis, et là c'est la responsabilité du chef d'entreprise au sens large. Bon, c'est quand même assez singulier de comprendre aujourd'hui là sur cette scène finalement que la transmission d'entreprises reconnues qui font la vitalité économique de notre territoire parfois se passe autour d'un poulet le dimanche, dans un silence un peu breton peut-être, où on ne dit pas complètement les choses. C'est quand même assez fragile, ces transmissions, ces histoires de transmission. Ça tient peu de choses. C'est vrai que, alors c'est fragile, oui et non. C'est-à-dire que moi, mon père n'a pas souhaité
pousser en quoi que ce soit ses enfants à reprendre cette entreprise. Quand moi, par contre, je me suis manifestée, il en a parlé à ma sœur, parce que c'était légitime que si quelqu'un d'autre voulait aussi faire partie de l'aventure, elle le puisse. Bon, elle a finalement décidé que non, mais c'était possible. Mais une fois que... alors, donc, effectivement, ce qui est fragile, c'est si personne ne se manifeste, alors on fait quoi? En revanche, donc ça c'est une autre, on en parlera peut-être plus tard, mais en revanche, si une fois que la personne s'est manifestée, nous, par exemple, la transmission a été très construite. Je me suis préparée avant de venir dans l'entreprise. Je me suis préparée ensuite, il y a eu tout un cheminement pendant 5 ans. Et ensuite, quand j'ai pris la tête de l'entreprise, effectivement, mon père est parti, mais il y avait un dispositif d'accompagnement pendant encore quelques années. C'est-à-dire que ça ne s'est pas non plus fait comme ça, vite fait. Voilà. En revanche, ce qui est vrai, c'est que nous, notre gouvernance, parce qu'il y a la gouvernance, le pilotage opérationnel de l'entreprise, mais tout le volet actionnariat et patrimonial et familial chez nous, je pense qu'il ne faut pas le prendre pour exemple, parce que visiblement, le gendre, ça se passe très bien. Nous, c'est assez peu structuré. D'où la nécessité pour moi de mettre en place un autre dispositif que j'ai souhaité mettre en place, qui est le comité stratégique, parce que du coup, il me manque ce côté challenging. Enfin, il y a mes collaborateurs, il y a un codir, ils me challenge, mais ça reste quand même mes collaborateurs. D'avoir des tiers un peu indépendants, comme le ferait un board, qui me challenge, c'est nécessaire. Moi, j'ai ressenti ce besoin de le mettre en place. Un comité stratégique qui n'a pas de mandat par ailleurs, il faut qui le préciser quand même pour que ce soit bien clair pour voilà, pour exactement. C'est-à-dire que c'est pas un vrai board au sens juridique. Mais c'est un choix, et donc avec une mission précise qui consiste à m'aider à réfléchir, à me challenger, à me dire, en fait, à avoir ce rôle que pourrait avoir effectivement un conseil de surveillance, pourquoi pas. Bon, quand il n'y a pas de profil désigné dans la génération d'après, il y a l'externe et des gens très talentueux. Jérémy, bien sûr, je me tourne vers vous. Un mot sur la gouvernance côté Roulier. Qu'est-ce qu'elle dit? Comment elle est structurée? Est-ce que vous vous retrouvez chez vos petits camarades? Et qu'est-ce qu'elle dit de votre façon de travailler, d'entreprendre sur ce territoire? Exactement. Bon, là, on va être un petit peu atypique. Donc, nous, on est organisé en conseil de surveillance directoire. Conseil de surveillance, c'est vraiment les représentants des actionnaires, où on a nos actionnaires. Et ensuite, dans le directoire, on a un fonctionnement un peu atypique, c'est qu'il n'y a pas de membres de la famille au comité de direction, notamment. Par contre, moi, je t'entendais ce que tu disais, Vincent, ton père ne voulait pas forcément de conseiller ou de surveiller. Moi, j'ai un conseil de surveillance qui me surveille. Là, pour le coup, c'est très clair. Qui conseille et qui surveille. Bon. Il y a zéro enjeu là-dessus. Pour les prises de décision et la manière de fonctionner, c'est vrai que ça se fait un petit peu plus comme tu le décrivais, en tout cas Olivier, au fil de l'eau. Moi, je ne fais pas partie du poulet rôti le dimanche midi. Ça va plutôt être au petit déjeuner le lundi matin, c'est très sympa aussi, nos actionnaires. Ça marche aussi. Et on n'a pas quelque chose de très formalisé dans nos interactions. On a un point très formel, trimestriel, avec les actionnaires. Mais ensuite, quand il y a des décisions un petit peu plus structurantes pour l'entreprise, que ce soit des acquisitions, des restructurations ou autres, on va dire que ça se fait un peu plus au fil de l'eau. Par contre, il n'en demeure pas moins vrai que même en n'étant pas de la famille, et avec mon comité de direction, on se sent quand même une sorte d'héritage, en tout cas, à poursuivre. Et on le voit, nous, dans nos valeurs, en fait, les valeurs de notre fondateur, M. Royer. On va passer aux valeurs, très bien. Ah, désolé, non, mais très bien, allons-y, très bien, très bon. Et pour le coup, on a vraiment les valeurs de notre groupe qui transpirent. Donc là, ça vient aussi de notre fondateur, M. Royer. Ça se traduit par plusieurs choses. Premier, l'esprit d'entreprendre. Nous, dans notre recrutement, on va vraiment essayer de chercher, de trouver des entrepreneurs. On a un mode de fonctionnement très, très décentralisé qui donne beaucoup d'autonomie à nos différents directeurs généraux dans les pays. Ça se traduit également par une agilité assez forte, parce que tu disais aussi la capacité de prendre des décisions assez rapides, avec d'autant plus un groupe qui a une capacité d'autofinancement qui permet d'être assez indépendant. Ça se traduit également, et ça c'est une vraie spécificité aussi de par le côté autodidacte de M. Rouyer, c'est de faire confiance aux collaborateurs, quel que soit l'âge, quelle que soit l'origine, quel que soit le diplôme. Et je pense que dans les groupes familiaux, on a un petit peu ça. Moi, pour donner un chiffre un peu marquant, la moitié de mon comité de direction a moins de 40 ans aujourd'hui. Donc voilà. Et enfin, un dernier point, et ça, bon, c'est plus nous dans notre manière d'opérer au niveau du business, c'est la proximité très très forte avec le monde agricole, puisqu'on vient de là, et sur nos 10 000 collaborateurs, on a 4 000 technico-commerciaux qui vont visiter
chaque jour 20 000 fermes à travers le monde pour préconiser nos solutions. Donc, Et on pourra parler évidemment de la concentration de votre pôle R&D que vous avez décidé exactement. de garder ici à Saint-Malo. C'est une fierté bien sûr pour le territoire. Ça dit quelque chose de ce service justement que vous avez, cette attention, cette proximité que vous avez avec le territoire. Vincent, mon cher Vincent, sur les valeurs, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire de ce qui se joue côté le gendre, et qui a traversé les générations, qui est peut-être justement ces éléments de continuité que j'évoquais tout à l'heure, qui sont intangibles, qui font partie de cette histoire, de cet ADN le gendre. Je risque de paraphraser beaucoup Jérémy. Donc je vais passer sur l'entrepreneuriat et le côté confiance donné aux collaborateurs, parce que c'est deux éléments absolument essentiels. On a un peu une même logique chez nous qui est de gérer notre développement par croissance endogène. On fait nous-mêmes en fait ex nihilo. On fait pas de rachat, pas de croissance externe organique, quasiment. Donc il faut faire organique. énormément confiance aux collaborateurs et trouver des collaborateurs qui ont cette envie d'entreprendre au sein d'une entreprise familiale. Chose qui est d'ailleurs pas tout à fait simple, parce que quand il faut créer la culture d'entreprise familiale où les gens se voient entreprendre. C'est souvent une limite dans les entreprises familiales qui fait qu'on reste assez petit parce qu'on ne donne pas cette visibilité-là aux collaborateurs. Voilà. Et puis après, quoi rajouter d'autre que de s'assurer que les valeurs humaines et de relations au sein de l'entreprise sont bonnes. Une fois qu'on a ça, trio magique. Est-ce qu'on a un devoir d'exemplarité quand on porte le nom, le gendre, quand on est à la direction de cette entreprise, et exemplarité vis-à-vis évidemment de ses parties prenantes, très largement, et de ses collaborateurs en premier lieu, les collaboratrices bien sûr, tous les matins? En fait, je ne le prends pas comme un devoir, moi. C'est l'exemplarité dans une entreprise familiale, c'est un ciment. Enfin, pour moi, c'est le mot est choisi. Ouais, en fait, il faut. Si on oublie ça, je pense qu'on ruine l'entreprise à la vitesse de la lumière, parce qu'une entreprise familiale, moi, c'est ce que je dis à mes collaborateurs quand ils rentrent dans le groupe. N'oubliez jamais que vous vous engagez pour moi, mais à chaque fois que vous vous engagez, c'est mon nom qui passe. Donc vous pouvez en 10 minutes détruire 10 ans de réputation longuement travaillée et défendue de manière acharnée. Donc soyez exemplaires, et de fait, pour que ces collaborateurs soient exemplaires, je ne vois qu'une solution. Donc l'exemplarité est à mon sens quelque chose sur lequel il ne faut rien lâcher. Olivier Rolich, valeurs, comment ça se passe? Qu'est-ce que votre papa, votre maman vous ont transmis comme valeurs et qui font partie de ce groupe et qui dit quelque chose de votre relation avec ce territoire? Alors, certainement, on est dans des métiers d'humain à 100%, de service, de soins de l'autre, de forme, de santé. Donc l'humain au cœur de nos préoccupations, c'est vraiment je dirais la phrase qu'il faut retenir sur la façon dont sont prises nos décisions, dont sont abordées nos questions, les compétences du coup qui sont évidemment le sens de l'innovation, le sens du respect, de l'engagement. Enfin, on va retrouver des valeurs qu'on retrouve évidemment chez d'autres entreprises. Il y a sans doute peut-être quelque chose qui chapeaute un peu tout ça aussi, c'est le temps long, la réflexion sur le long terme, c'est-à-dire que les questions ne sont pas abordées à l'aune alors évidemment d'un cours en bourse, ça je vais dire c'est assez évident, mais au-delà de ça même, je pense qu'on se projette. Caroline le disait, il va falloir transmettre, donc on regarde assez loin jusqu'au prochain passeur finalement. Et puis il y a sans doute, alors ça c'est peut-être proche, plus prégnant chez moi, dans notre groupe, c'est l'ancrage territorial. On a 85% de nos effectifs à Saint-Malo, on est très ancré à Saint-Malo, donc je dirais, la responsabilité que ça crée est aussi imprègne nos décisions, et je pense que ça fait partie des valeurs du groupe. Ça veut dire peu de turnover chez Rolich Investissement et dans vos établissements? Peu de turnover? Vous fidélisez les gens, vous les gardez avec cette responsabilité d'employeur sur le territoire, justement? Alors, historiquement, très clairement, je pense qu'on bénéficie de tous les efforts aussi qui ont été faits au cours des décennies précédentes.
Objectivement, post-Covid, on est dans un monde où ça bouge un peu plus, hein, faut quand même le reconnaître. Aujourd'hui, les gens cherchent des expériences avec un S, donc je dirais, on vit aussi avec ça, sans toutefois perdre le fil conducteur des compétences, de construire un métier, de construire un parcours. Et cette responsabilité de l'employeur que j'évoquais. Jérémy, on peut parler rapidement des valeurs chez Houllier, et puis je voudrais que vous rebondissiez sur le temps long, cette notion de temps long que vous ressentez, bien entendu, même si vous n'êtes pas de la famille, mais vous travaillez tous les jours dans cette notion de temps long qui est respectée chez Houllier. C'est clair. Là, je pense que beaucoup de groupes familiaux, les décisions se prennent à très long terme. Nous, ça se matérialise par plusieurs aspects. Le premier, qui est dans notre stratégie, il y a un mot absolument clé, c'est l'aspect diversification. Donc on est très diversifié d'un point de vue géographique et aussi d'un point de vue activité, parce que c'est ce qui permet de traverser les crises. Lorsqu'il y a une région du monde qui va un peu moins bien, il y en a une autre qui prend le relais. Lorsqu'il y a une activité qui marche un peu moins bien, il y en a une autre qui prend le relais. Et du coup, le groupe est construit et la stratégie qu'on met en place aujourd'hui est construite pour poursuivre cette diversification. La stratégie de long terme aussi a été actée dès le début aussi par notre fondateur avec des choix forts. D'un point de vue business, on fabrique des solutions, notamment fertilisants, à très très forte valeur ajoutée, qui allient performance environnementale et performance économique. Donc il y avait un choix fort qui était déjà orienté vers l'agriculture durable. Et après, je rebondis avec ce que tu disais, Olivier, également. Nous, il y a un point essentiel qui est la fidélisation de nos collaborateurs, qui est vraiment le sujet dont on discute le plus avec mon comité de direction autour de cet enjeu de pouvoir recruter, former, développer des talents. Et le climat social est quelque chose de très important également. Groupe Rouillé, donc on est basé à Saint-Malo aussi. Ça fait 65 ans, groupe industriel, on n'a eu aucun jour de grève à Saint-Malo. Et quand je disais que moi, mes actionnaires me surveillent, c'est la première question qu'ils me posent le lundi matin. Comment va le climat social? Parce que c'est la priorité numéro 1 là-dessus. Qu'est-ce qui vous fait dire tous les matins, Jérémy Lechat, finalement, alors on ne va pas vous demander ce qui a fait de vous le bon candidat, il faudrait poser la question à vos recruteurs, je ne vais pas vous demander de répondre, mais pour autant, ce qui vous fait dire, je suis dans une entreprise, je travaille dans une entreprise qui est dans le temps long, qui est peut-être très différente. Vous auriez pu travailler dans un groupe avec un capitalisme de marché très différent, évidemment, avec d'autres valeurs. Comment vous sentez que vous êtes dans un capitalisme familial? Qu'est-ce qui vous fait dire tous les matins, je bosse dans une organisation avec ces valeurs-là où ça infuse et je peux m'épanouir en tant que dirigeant dans ce groupe familial? Véritablement, je pense que l'élément le plus marquant là-dessus, c'est quelles que soient les crises, quel que soit le contexte, on déroule notre feuille de route. Je donne un exemple précis. Sur ces 2 dernières années, on a vécu les crises Covid, les crises ukrainiennes, énormément de choses. Nous, on a continué à développer notre feuille de route de développement. Et en fait, sur les 2 dernières années, on a réalisé autant d'acquisitions, un montant en termes d'acquisition externe, autant que sur la décennie précédente. Justement parce que, malgré le contexte, grâce à nos capacités de financement, grâce à la vision de long terme actionnaire, on a pu dérouler cette feuille de route, alors que d'autres acteurs, pendant cette période, ralentissaient un petit peu là-dessus. Et donc ça, c'est une vraie spécificité par rapport à d'autres groupes non familiaux. Ce qui explique sans doute la résilience et la pérennité de vos organisations. Caroline, on parlait des valeurs. Vous avez fait le choix, vous, de passer de 8, sans doute un peu trop nombreux peut-être, pour être lisible, à 4. Qu'est-ce que vous avez retenu comme valeur chez la Belle-Îloise? Alors, déjà, je voudrais dire que les valeurs, en fait, on a diminué le nombre, mais en fait, elles se regroupent. Sur le fond, on n'a pas changé de valeur parce que je rejoins ce qui a été dit. Les valeurs, pour nous, c'est l'ADN de l'entreprise. En fait, les valeurs, c'est les valeurs familiales. On est dans une entreprise familiale. Finalement, moi, j'ai grandi, j'ai été élevée à ces valeurs, autant le dimanche autour du poulet que dans l'entreprise, que quand moi aussi, j'allais bosser l'été dans les magasins. Et donc, on a souhaité, nous, on a fait un exercice quelque part de reformulation, c'est plus de la reformulation de nos valeurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a travaillé en 2019 sur la raison d'être de l'entreprise, ce qui nous a amené à réfléchir, à reformuler nos valeurs pour qu'elles soient claires, qu'elles puissent se traduire en comportement. Puisque finalement, nos valeurs, c'est l'ADN, et ça se traduit concrètement sur le terrain, sur nos manières de vivre. Et donc, moi, j'associe aussi, ça a été dit par Vincent tout à l'heure, ce point des valeurs avec la culture de l'entreprise. Puisque la culture de l'entreprise, c'est à la fois ses valeurs et sa stratégie. Et nous, notre stratégie, elle s'appuie sur nos convictions. Donc, en fait, quand on parle de culture d'entreprise, on parle de convictions. Et là, en l'occurrence, c'est des convictions profondes, issues de cette histoire familiale.
et des valeurs fortes issues de l'histoire de la famille et de l'entreprise qui, nous, en l'occurrence, est liée à l'univers de la mer. Or, dans cet univers de la mer qui est un milieu rude, difficile, il y a beaucoup de solidarité. Et notre première valeur, c'est le respect. C'est le respect de l'environnement, du monde dans lequel on vit, parce qu'on en a besoin, parce qu'on doit faire face aux éléments. S'il y a tempête dehors, je ne sors pas mon bateau, et donc je suis obligée de respecter cet état de fait. C'est l'exigence, parce qu'on est sur un sujet on fait de la haute qualité, et donc il faut être exigeant. C'est associé à des mots de savoir-faire, de qualité, je l'ai dit, de fierté du travail bien fait. C'est l'agilité, parce qu'on est dans un monde qui bouge et qu'il faut en permanence s'adapter, mais c'est vrai aussi dans l'univers de la mer. La ressource poisson, elle est là, elle n'est pas là, le poisson est gros, petit, c'est pleine lune, il est mou, on ne peut pas le travailler comme avant. Enfin, c'est en permanence de l'agilité. Et puis l'enthousiasme, parce qu'on est quand même là, et là je rejoins sur un point qui a été dit, c'est cette question de sentiment d'appartenance, de sens, ce qui rejoint la stratégie, la raison d'être, les convictions profondes, mais aussi le plaisir à venir travailler dans cette entreprise. Donc, et donc tout ça amène à un alignement d'ensemble. Et c'est peut-être sur ces notions de sens, de valeur, de raison d'être, de stratégie, de conviction qu'on arrive à capter et à fidéliser des collaborateurs pour que ceux en tout cas qui se sentiront alignés avec ce qu'on porte. Bon, quand on a préparé cet entretien, Caroline, vous m'avez dit finalement, je vous ai posé la question, est-ce que c'est plus facile d'être fidèle à ses valeurs quand on est une entreprise familiale, quand on incarne un groupe familial? Vous lui dites, c'est à la fois une force, mais c'est aussi une fragilité, une difficulté. Qu'est-ce que vous entendez par là? Oui, parce Quelle que fragilité? en fait, je trouve que c'est extrêmement puissant, mais on est tellement attaché à ce mode de fonctionnement, à ces valeurs fortes, à ces convictions profondes, que peut-être parfois on a du mal à bouger. Donc je parlais d'agilité, c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on a ce principe et cette valeur qui est forte, parce qu'on doit l'être dans nos métiers. Pour autant, est-ce qu'on est prêt à bouger autant que nécessaire par rapport notamment au nouveau rapport au travail, etc., etc. Donc je le vois comme une force, mais aussi un point de vigilance. Il faut savoir peut-être décliner nos valeurs différemment dans un monde qui change. C'est peut-être les mêmes valeurs, mais elles doivent se traduire différemment aujourd'hui que du temps de moi, mon père, mon grand-père, évidemment. Bon, on parle de ces valeurs, on parle aussi évidemment de business, de développement, de ces histoires que vous allez poursuivre évidemment dans cette génération, dans ce voyage à chaque fois nouveau que vous incarnez. Vincent Legendre, vous travaillez beaucoup en dehors des frontières de la Bretagne. Vous réalisez uniquement 15% de votre chiffre d'affaires finalement sur ce territoire. Qu'est-ce qui fait de vous encore un Breton, quelqu'un d'attaché à ce territoire? Je vis en Bretagne et j'aime ma région. Non, c'est vrai que c'est une bonne question parce qu'en fait, on va souvent me poser la question de ce que mon entreprise fait pour le territoire. Oui, je comptais bien vous la poser. Ouais, et en fait, depuis quelques années, je me rends compte que je réponds assez souvent mais mon territoire, c'est quoi? Quand je fais 15% de mon chiffre d'affaires en Bretagne, est-ce que je dois mettre toute ma puissance de feu en mécénat, en accompagnement en Bretagne, ou est-ce que je rends aussi aux territoires qui nous ont accueillis un peu partout? Du coup, là, je travaille sur la subsidiarité auprès des agences pour que dans chacune des agences où on est rendu, elles aient un moyen d'action pour s'ancrer aussi, elles, chacune sur leur territoire. Mais après, fondamentalement, on reste un groupe breton, notre siège est à Rennes, on est identifié comme une entreprise bretonne. Donc, le fait de faire seulement 10 ou 15% de notre activité en Bretagne, finalement, personne ne s'en rend trop compte parce que on parle breton, on parle avec le collectif d'entrepreneurs ici. Moi, je suis présent là plus que partout ailleurs. Et quelque part, tous les collaborateurs racontent l'histoire de l'entreprise. Et même ceux qui sont à Marseille, à Jersey et en Suisse, ils racontent l'histoire d'une entreprise bretonne. Et du coup, il faut faire vivre cette histoire très attachée à la Bretagne parce qu'elle est racontée partout. Puis en plus, ça je pense que tout le monde le sait, les Bretons sont bien vus partout, dans le monde entier. Et du coup, dire qu'on est Breton, c'est s'assurer à tous les coups un sourire et dire bienvenue. Donc ça, c'est en plus une force qui est assez géniale. Alors Olivier Olek, évidemment, je ne vous pose pas la question, votre chiffre d'affaires, vous le faites
naturellement ici sur ce territoire. La marque bretonne, Vincent vient de l'évoquer, ça dit quelque chose, ça attire, il y a une attractivité évidemment très forte pour ce territoire. C'est ce qui fait aussi la réussite de votre business. Vous capitalisez là-dessus très clairement? Alors, très clairement, la marque bretonne, oui. Moi, je vais même parler de la marque Saint-Malo, puisque c'est vraiment la destination qu'on travaille et qu'on développe, sur laquelle on s'appuie. Comme Vincent, nous, on vit sur le territoire, donc le fait d'y vivre, c'est aussi le souhait de le voir bien évoluer, le souhait d'y développer de la qualité de vie. On est, nous, dans des métiers d'hospitalité, donc évidemment, la qualité de vie qu'on développe pour le bénéfice de tous, c'est aussi de la qualité de vie pour ceux qu'on accueille. Il y a cette notion de quelque chose de fructueux pour tous. Moi, je dirais qu'il y a effectivement moins d'ambiguïté sur le côté territorial malouin. Je note quand même que Vincent a un pied ou un orteil à Jersey. Pour le malouin que je suis, c'est assez perturbant. Mais non, effectivement, oui, le fait de vivre sur un territoire, je crois que c'est ça qui donne aussi envie de régler des problématiques, de s'attaquer à des sujets qui peuvent être des problèmes, l'emploi, les compétences évidemment, la mobilité, le logement, enfin voilà, et de participer aussi à ces dynamiques-là. Bien sûr, il y a des sujets qu'on a largement évoqués durant ces 2 journées, vous avez raison de le rappeler, et ça peut faciliter évidemment certaines prises de décision ou dénouer, solutionner les choses. Jérémy Lechat, quand on est présent dans 55 pays, un peu plus de 50 pays, et commercialement dans plus de 120 pays à travers le monde, est-ce qu'on reste quand même identifié Bretagne et particulièrement Saint-Malo? Vous avez raison de le rappeler, mon cher Olivier. Ouais, clairement. Nous, ça joue sur le business, clairement. Ça joue sur le business. On a déjà, nous, on a 1100 collaborateurs à Saint-Malo-Dinard, 2000 en Bretagne. C'est le centre névralgique du groupe. Donc c'est là où il y a tous les 4 dirigeants, le siège social. C'est surtout là où on a notre centre d'innovation. Qui fait qu'on survit et qu'on traverse les années. On a 70 chercheurs qui développent les produits. Tout le savoir-faire est basé en Bretagne. Et je rejoins sur ce que tu disais également, Vincent, c'est l'histoire. Nous, à la base, le groupe a démarré. Monsieur Rouillet allait broyer les algues bretonnes pour les disperser dans les champs et ça faisait les premiers amendements. Et en fait, c'est cette histoire qu'on raconte à l'étranger. C'est sur cette histoire que vraiment tout le monde s'identifie également. Donc là, pour le coup, c'est vraiment très important. On essaye par contre après d'avoir un modèle local en local. C'est-à-dire quand on est aux États-Unis, quand on est au Brésil, on essaye d'avoir une équipe de direction brésilienne, des partenariats au Brésil là-bas également. Donc clairement la Bretagne nous aide. Saint-Malo nous aide également. Quand on a des clients internationaux qui viennent, on les envoie chez Olivier, il doit bien s'en occuper parce qu'on arrive à signer des beaux contrats après derrière. C'est une bonne idée, très bonne idée. Donc ça, pour le coup, la solidarité bretonne et malouine marche plutôt bien. Ouais. Bon, la chaîne de valeur, on l'a bien compris, très bien, ce business, ce partenariat avec Olivier. Caroline, quand on a 91 magasins en propre et qu'on continue d'en développer, notamment dans la capitale européenne, on arrive avec la marque bretonne identifiée, ça aide à vendre, ça crée justement du sérieux, de la crédibilité. Comment c'est perçu là? Alors, oui, la question est délicate. Alors nous, on se sent breton, on se sent même quibronnais. C'est notre identité, c'est notre lieu d'origine et quelque part on est né là et on s'est développé là et on doit à ce territoire le fait d'être là. Donc quelque part c'est aussi une responsabilité vis-à-vis du territoire. On doit faire vivre cet écosystème parce qu'on en a besoin, on doit le lui rendre, promouvoir le fait d'acheter le plus possible local, embaucher, dynamiser, soutenir des actions locales. Ça veut dire que les produits qui sont dans vos conserves aujourd'hui sont quasiment 100% bretons? Non, pas du tout. C'est pas ce que j'ai dit. On privilégie, mais l'huile d'olive, on n'en fait pas en Bretagne. Pas encore. Le métal, non plus. Ceci dit, nos fournisseurs de boîtes sont en Bretagne, pour une partie. Voilà, donc, mais le plus possible, on privilégie le local. Parce que vous faites vivre une économie aujourd'hui. On peut faire vivre une économie, mais c'est aussi des associations, c'est aussi notre engagement RSE, bien évidemment, sur lequel on est très, très, très attentif, hein, même plus que ça, où on souhaite avoir un impact positif, donc on doit mener ces actions. En revanche, quand on va ailleurs, dans nos magasins, on n'utilise pas la marque Bretagne.
Je pense qu'on est assez clairement identifié comme venant de Bretagne, mais nous, ce qu'on promeut, c'est une offre alimentaire qui permet de vivre bien pour soi, bien pour la planète, et tout ça concilié avec la notion de plaisir du goût et du partage. Or, on ne peut pas diffuser 46 000 messages. J'allais dire naturellement, avec le bleu et le blanc, je pense qu'on est assez vite identifié, mais ce n'est pas une marque que l'on met forcément en avant. En revanche, le fait d'être identifié ou pré-identifié breton est à coup sûr une force, ça c'est clair. Et quand on communique et qu'on communique sur nos origines, c'est également une force. Mais comme l'est le fait d'être une entreprise familiale. Donc notre responsabilité sur le territoire breton et même morbihanais, même quiberonais, il est dans notre quotidien en réalité. Bon, et vous parliez de vos engagements, j'aurais dû préciser, parce qu'on évoquait la notion de gouvernance au démarrage, 2 actions très fortes sur votre gouvernance, récemment labellisée RSE et société, entreprise, qui implique à une mission. Gouvernance spécifique. Pour être tout à fait complet. Vincent Legendre, quand on a préparé cet entretien aussi, vous m'avez dit, finalement, je crois beaucoup à des bannières communes. On pourrait parler du drapeau breton, mais à ces bannières communes, à ces capacités de travailler en réseau. Les gens qui viennent s'installer ici, dans cette région, disent c'est quand même formidable, c'est essentiel. On voit ça un peu dans le Nord, mais c'est en Bretagne, c'est dans le Grand Ouest et en Bretagne particulièrement qu'on arrive à travailler en réseau et qui explique sans doute la résilience de ce territoire. Oui, je pense qu'il y avait Vous une table le dites ronde. tous les jours, ça, oui. Pardon ? Vous le dites tous les jours, ça c'est... Je ne sais pas si je me le dis tous les jours, mais en fait, je le constate très souvent. Il y a dans cette région un dynamisme, comment dire, et un esprit collectif des entreprises qui est assez frappant. Et voilà, il y a forcément des comparables en France, mais je pense qu'on touche là du doigt, évidemment, un des éléments principaux du dynamisme de l'emploi, la résilience des entreprises, et très clairement, il y a certainement encore d'autres choses à faire, mais je crois qu'on a un terreau qui est absolument formidable pour avancer collectivement. Avec un petit peu plus de pouvoir en région, on ne se porterait pas plus mal, je pense. Bon, dont acte, c'est noté. Contribution, je dirais, sociétale, culturelle, sportive en tout cas, que vous apportez à ce territoire qui vous donne tant et qui vous aide justement à vous développer à travers le monde, sur en tout cas les zones géographiques que vous mentionniez tout à l'heure. Qu'est-ce que vous faites pour ce territoire? Comment vous lui rendez ça? Caroline disait tout à l'heure qu'elle devait tout au territoire. Nous, c'est pareil. On a la chance d'être présent dans plein d'endroits et on a diversifié pour les mêmes raisons que Jérémy avec le groupe Roulier, c'est pour mieux passer les crises. Mais on doit énormément à ce territoire et du coup, on lui rend par du mécénat. Donc on va accompagner le sport, on va accompagner la culture, on va accompagner divers métiers comme la santé. Mon père accompagne Nominoé, qui est la fondation du CHU de Rennes depuis très longtemps. Voilà, je pourrais donner plein d'exemples. L'idée, c'est vraiment de comment dire, encore une fois, de rendre au territoire déjà, premièrement, et puis de continuer à écrire cette histoire commune entre l'entreprise et la région pour être sûr qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. On est des Bretons. Même si on ne crie pas tous les jours, on ne marque pas Bretagne sur notre logo, mais pour autant, voilà, c'est une histoire qui se raconte et on a besoin, en accompagnant le territoire, on continue d'écrire cette histoire. Allez, même question Olivier, peut-être qu'est-ce que vous avez envie de retenir ou de dire dans cette tribune que vous faites pour le territoire? Il ne s'agit pas de faire toute la liste à l'après-vert, exhaustive, etc. Je sais que vous êtes très engagé. Qu'est-ce que vous avez envie de retenir comme fait marquant, comme fait saillant de cet engagement que vous portez pour ce territoire que vous aimez? Alors, je dirais d'abord la mission de l'entreprise, la première mission de l'entreprise qui est de développer l'attractivité du territoire à travers l'offre qu'elle propose, et puis faire découvrir ce territoire à d'autres, c'est aussi l'ouverture au monde. Saint-Malo a toujours été très ouvert au monde et ça c'est quand même des valeurs positives. Et puis forcément quand on parle d'accueillir du monde, on accueille aussi les richesses qui vont avec, qu'elles soient humaines ou économiques. C'est tout ce qu'on peut faire vis-à-vis de nos équipes, parce que c'est quand même elles qui produisent cet accueil et cette attractivité. 470 personnes qui vous accompagnent toute l'année. Au terme marin, oui, 470 personnes. Donc on essaye de soigner, de fidéliser, de développer les compétences au mieux, d'accompagner les difficultés aussi, parce qu'il peut y en avoir. Et puis, je dirais plus généralement, comme le dit Vincent, participer à des actions culturelles, sportives du territoire. Et là, on est
à nouveau très centré sur Saint-Malo. Jérémy, rapidement, et puis Caroline aussi sur cette contribution. Jérémy d'abord, sur ces contributions sociales, ce qu'on a envie de rendre à ce territoire, cet attachement, cette proximité qu'on a avec ce territoire. C'est quand même un pilier au cœur de notre stratégie RSE. Nous, je vais paraphraser un petit peu. C'est vrai qu'on a beaucoup de partenariats, que ce soit culturels, sportifs. On supporte beaucoup de réseaux d'entrepreneurs également. Au niveau éducation, si on a quelques partenariats avec des écoles là-dessus. Et pour revenir à votre première question également, on est vraiment aussi dans une dimension collective, en tout cas réseau d'entraide. Moi, je le vois beaucoup sur les recrutements, quand on fait venir des gens de l'extérieur, notamment entreprises, pour essayer de trouver des travail au conjoint ou ce genre de choses, avec les entreprises, mais avec les collectivités également. Moi, que ce soit avec la mairie de Saint-Malo, avec l'agglomération également, on travaille très très bien pour faire en sorte d'être attractif sur le territoire, et c'est un travail collectif pour le coup. Caroline, peut-être les derniers mots, parce que je vois que le temps presse, mais la Belle-Îloise, comment vous inscrivez sur ce territoire au quotidien? Comment est-ce que vous l'accompagnez? Vous lui rendez ce qu'il vous donne? Je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, mais tout d'abord, le fait d'être là, de continuer d'investir et de recruter ici. C'est-à-dire que nous, c'est ici qu'on est né, c'est ici qu'on veut rester. Pas de tentation, pardon de vous poser la question comme ça, mais pas de tentation de délocaliser le centre des décisions un jour? Il n'y aura pas un siège à la Défense, la Belle-Îloise? Non. Non, mais je vous pose la question directement. Je pourrais la poser aux autres. Ça, c'est sûr que non, mais il faut aussi avoir conscience que c'est un effort, parce qu'on parlait tout à l'heure de difficultés de recrutement, par exemple. Non pas que la Bretagne ne soit pas attractive, mais il faut se loger. Enfin, c'est tous les thèmes qu'on a pu aborder durant ces 2 jours. Et donc ça, c'est réel. Et finalement, nous, on a une responsabilité vis-à-vis de ça. De continuer d'être là, d'exister, d'investir, de recruter, de soutenir évidemment le tissu local, associatif, culturel, sportif et autres. Mais du coup, on doit aussi apporter des solutions. Parce qu'en fait, finalement, on peut juste dire on profite du territoire, on est bien là, on veut rester, mais du coup, il y a plein de trucs qui ne vont pas. Et donc, qu'est-ce que vous, étant baguette magique, faites pour nous? Et c'est là où le collectif joue, c'est-à-dire que je rejoins ce qui a été dit. Je trouve qu'il y a beaucoup de solidarité, d'entraide, de résilience en Bretagne. Sans doute est-ce lié à l'identité profonde de la Bretagne. Et je trouve que autour de ça, et je trouve sincèrement que les entreprises que je côtoie sont dans cette idée de dynamisme et d'énergie. Et donc, on est là pour proposer des solutions. Donc, on n'a pas toutes les solutions, on a besoin d'aide parfois pour mettre en œuvre ces solutions, mais on n'est pas attentiste. Et je trouve que c'est ça la force de la Bretagne, c'est-à-dire que tout ne va pas parfaitement bien, mais on a tellement envie de rester là et que ça vive bien, que l'écosystème vive bien, qu'on est dans une dynamique positive pour proposer des solutions. Il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin à parcourir et à faire, mais c'est ce que je retiendrai de ce qu'on vit ici. Notamment de ces enjeux que vous animez, que vous développez au sein du club ETI, dont vous êtes l'heureuse présidence. Caroline, Jérémy, Olivier, Vincent, on peut les applaudir tous les 4, bien entendu, pour ces témoignages sincères sur ce capitalisme familial qui se réinvente au service de notre territoire. Merci beaucoup à tous les 4, merci pour votre attention. Vous restez en place parce que dans un instant, il y a la cérémonie de remise des prix avec 7 lauréats hyper talentueux. Je vais laisser le floor à mon confrère ou à ma consoeur qui va s'occuper de cette partie. Merci beaucoup pour votre attention. À très bientôt. Au plaisir.